Yo, look at that room. That is a nice statue. All right, suggestion to me. This was suggested to me by two people actually. Ironically enough, the first person who suggested this to me was actually a Turkish guy. Funny enough, but I never got the time to do this because I had so many suggestions at the time. But then one of my members, my fellow French comrade, you know, he requested this to be done. And, you know, because he's a channel member, channel members always have priority in terms of, you know, suggestions. So de Loire, dans cette vallée bénie des dieux, berceau de la Renaissance française, classé au patrimoine mondial de l'humanité, le Val de Loire accueille les plus beaux trésors de France. Vallée des rois, jardin de la France, la vallée ligérienne est parsemée des châteaux les plus prestigieux, posés sur un échiquier de verdure où coule le plus long fleuve d'Europe. Cette région fut marquée par les femmes les plus raffinées de leur temps, qui ont imposé ce que l'on a appelé l'art de vivre à la française. C'est grâce à la rencontre dans le Val de Loire des cultures italienne et française qu'est née la Renaissance. Et le château de Blois, où je me trouve actuellement, en est l'un des plus beaux exemples. Amboise, Chambord, Chenonceau, Ussé, Valençay, Villandry, entre autres, nous ont ouvert leurs domaines qui, pour certains d'entre eux, sont fermés au public. Ce sont les trésors du Val de Loire. Nous allons vous faire découvrir les châteaux de la Loire comme vous ne les avez jamais vus, à travers les chefs-d'œuvre insoupçonnés dissimulés derrière leurs murs. Des chefs-d'œuvre qui ont croisé les destins des plus grands personnages de notre histoire. De Charles VII à Henri III, les Valois ont transformé la région. Ayant découvert en Italie une nouvelle esthétique, ils n'ont eu de cesse de la transposer dans le Val de Loire. Le roi de France va découvrir la Renaissance italienne. Et pour lui, c'est évidemment un choc. Cela a donné la Renaissance française et ses joyaux comme Amboise, Blois, Chambord ou encore Azay-le-Rideau qui tente de retrouver aujourd'hui sa splendeur passée. La Renaissance s'est accompagnée d'une nouvelle manière de vivre avec les jardins, la mode, la culture. Fashion. Cet art de vivre est le symbole de l'excellence. Fashion was low-key weird back then in these times, bro. I cannot lie. Hey. Il invente un phénomène qu'on va appeler la mode. That guy looks like he's low-key black. Et guerre de religion, nous allons revivre les plus grands événements de la Renaissance. Greatest events of the Renaissance. Ne se limite pas à cet âge d'or. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la vallée ligérienne va devenir un lieu de plaisance où l'art de recevoir n'aura d'égal que la beauté de ses châteaux et leurs jardins à la française. Les esprits les plus brillants vont se retrouver dans les salons de Cheverny, Ussé ou Ménard. Dans ces châteaux, on se cultive, on apprend, on parle, on discute, on échange, on peut jouer de la musique. Enfin, vous allez découvrir qu'après la Révolution française et jusqu'au XXe siècle, les châteaux de la Loire entreront de plein pied dans la modernité. De Talleyrand à Wallis Simpson, la duchesse de Windsor, au Moyen-Âge, le Val-de-Loire est une région parsemée de forteresses austères. S'il est devenu le creuset de tous ces trésors, c'est en grande partie grâce à la guerre de Cent Ans. Nous sommes au début du XVe siècle. Charles VII devient le roi de France. Les Anglais ont pris le nord du royaume et pris Paris. Le roi se réfugie avec sa cour dans la forteresse de Chinon. Le roi Charles VII est contraint de s'enfuir. Il s'enfuit où? De l'autre côté de la Loire, pour se mettre à l'abri grâce à la Loire, qui est une ligne de défense face à une éventuelle menace des Anglais. Cette position stratégique offre une sécurité maximum au jeune roi. Le Val-de-Loire devient le berceau du royaume. Les grands seigneurs qui l'entourent, tout naturellement, vont venir s'installer dans ce secteur. Ensuite, les hauts fonctionnaires, les grands commis du royaume, les hommes dont il a besoin. Cette région va désormais être au cœur de l'histoire de France et donner naissance à ses plus beaux trésors. Cette région sera aussi le symbole de l'amour et des femmes. Un amour que... And women? What? What? The love part makes sense, but women, what? Charles VII va porter avec passion à une jeune femme de sa cour. Demonetized. I saw this in my reaction that I did before. C'est la première favorite officielle de l'histoire de France, c'est Agnès Sorel.
Elle a eu une influence sur la vie de la cour partout où elle se trouvait. Et donc, les châteaux vont être un peu mieux organisés, mieux arrangés, mieux meublés, mieux équipés, mieux aérés, mieux éclairés qu'ils ne l'étaient. What I found interesting is how the royal court took refuge in this place, despite the fact it was still relatively close to where the English occupied. It was really close to occupied France. I'm not talking World War II. Sorry, I made that joke, but I meant like the English parts of occupied France. But I'm sorry, I had to make that joke. I had to make that joke. La favorite de l'histoire de France aura une influence considérable sur les châteaux de la Loire, à commencer par le château de Loches, que Charles VII lui offre en 1444. Ce château est à ce moment-là embelli par l'adjonction de nouveaux bâtiments pour permettre d'héberger Agnès Sorel. Loches, située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Chinon, Agnès Sorel insuffle à la cour un véritable renouveau artistique, un art de vivre annonciateur de la Renaissance. Elle invente un phénomène qu'on va appeler la mode, en portant des vêtements jugés très audacieux. Agnès invente le décolleté qui découvre entièrement ses épaules. Ses coiffures sont de véritables pyramides. Des traînes prolongent ses robes brodées de martre aux zibelines. Deux trésors du XVe siècle, les portraits d'Agnès Sorel et François. Stop showing. Why is the portrait like that? Why? Why is the? I know back then, like, you know, chess. They didn't really care about chess, actually. Back then, freaking out. Yeah, chess didn't really. It wasn't like I didn't even want to say the word. I don't, because I don't want YouTube AI to detect what the hell I'm saying and freaking go and freaking demonetize this video. Oh my freaking gosh. But yeah, chess, it was not like, you know, it wasn't seen the way how people see it like back then. You know how we see men's chest? Yeah, the opposite gender's chest was viewed the same way. Like, it wasn't really seen as, oh my gosh, you have your bajangas out, your watermelon out. No. So yeah, these portraits aren't like surprising to me actually, but it's like still just not used to that. Okay, I'm just not used to that. De beauté qui ont révolutionné son époque et surtout choqué les chroniqueurs religieux. I'm not freaking, I swear, this, I'm not prepared for this. Freaking seeing her freaking watermelons out. À certains égards, les extravagances de sa tenue, par exemple, apparaissent aussi comme quelque chose qui n'est pas forcément recommandable aux yeux de l'Église. Pour tempérer le courroux des autorités religieuses, elle va se montrer très généreuse avec les chanoines de la collégiale de Loches, située juste à côté du logis royal. C'est d'ailleurs ici qu'à sa mort en 1450, Charles VII, éploré, va vouloir l'inhumer dans un magnifique tombeau de marbre qui se trouve dans le cœur de la collégiale de Loches, où son corps désormais va reposer. That's where her body is. So insane saying that, like, yo, that person is right there underneath there, man. Wow. Ce type de tombeau, tout d'albâtre et de marbre noir sculpté d'or, était jusque-là réservé aux dépouilles du couple royal. Faisant fi du scandale, Charles VII consacre sa belle avec cette sépulture et en fait une presque reine. Almost a what? Almost a what? Queen? Bruh. Quelques années plus tard, translation did not. Charles VIII et Anne de Bretagne vont s'installer à 40 km de Loches, au château d'Amboise. Ils vont faire entrer le Val-de-Loire, puis le royaume tout entier, dans la Renaissance française. You know, I was thinking in my head, like, yo, this looks like Disney.
Those castles look like Disney's castles, bro. But yeah, I'm aware that Disney, they take a bunch of inspiration from French castles, so. Le roi entreprend de grands travaux sur la forteresse médiévale construite sur un plateau en surplomb de la Loire. Eh bien, on sait qu'il y a sur place 178 tailleurs de pierre et maçons. On sait qu'il y a 50 à 70 manouvriers, sans compter donc les charpentiers et les couvreurs. Donc il y a là toute une petite troupe de bâtisseurs qui s'emploient à construire sur les bords de la Loire une résidence véritablement royale. Pendant ce temps, Charles VIII mène campagne en Italie. La guerre le conduit jusqu'à Naples. Mais pendant ce séjour à Naples, le roi de France va découvrir la Renaissance italienne. Et pour lui, c'est évidemment un choc. Italy looks so boring. I'm not gonna lie. Italy looks so freaking boring. To be honest, I will probably never visit Italy. It's so bland and boring. Like, I heard many people say that about Italy, to be honest. When people visit France, they'll say like, oh, like, I've actually heard some people talk about how France is boring. But compared to so many people that visit Italy, majority of people who visit Italy, like, they all say like it's overrated. I don't really hear people say that about France. Like, I will hear some people, like minority of people say, oh, France isn't really all that, you know. But like so many people, bro, they all say, yo, like Italy, like, it's not really worth the hype. Also, why is my Discord? But yeah. Souvenir qu'à la fin du XVe siècle, le roi de France réside encore dans de vieilles forteresses médiévales. What do we have here, huh? What do we have here? En fait, il a envie d'adopter, on le sent, cette architecture nouvelle et moderne de la Renaissance découverte en Italie. Dans la vallée de la Loire, on savait faire des châteaux et on découvre un nouveau modèle. Et c'est du croisement de ces deux influences que sort progressivement la nouvelle forme qui est celle des châteaux de la Loire. On a cette espèce de combinaison qui donne naissance à ce qu'on appelle parfois le style fleuri des châteaux de la Loire, c'est-à-dire un style qui mêle la finesse. Siècle. Cette tour a l'air d'une tour de défense, mais c'est une Oh, we got someone new here. puisque c'est une porte d'entrée. C'est une rampe qui fait 5 boucles et qui permet aux 5 chevaux loops. et aux attelages de passer du niveau de la ville au niveau des terrasses du château. What's the point of the Trois loops? ogives qui reposent sur des murs. Le mur extérieur, c'est la silhouette massive du château, et à l'intérieur, c'est ce cylindre vide sur lequel donc s'appuie ce grand chemin d'accès. What if your smile could go? Le règne de Charles VIII va marquer un renouvellement profond de la manière de vivre. La nouvelle cour de France devient le cadre d'une révolution esthétique et spirituelle. La Renaissance, dont ce trésor qu'est Amboise, sera le laboratoire. C'est que ces galeries permettent d'accéder aisément à chaque salle sans être contraint de traverser toutes les pièces, selon l'usage français. Et ce n'est qu'un début. L'influence italienne va permettre à Blois d'entrer dans la Renaissance française. À partir de 1462, Blois devient la résidence favorite des rois de France. Elle le restera pendant plus d'un siècle. Château de Blois, château de roi. À Blois, le roi s'impose jusque dans l'architecture. Dans la cour d'honneur, une statue équestre de Louis XII accueille le visiteur. That is a nice statue. That statue is so sweet. Présentation One of the sweetest statues I've seen. Le château signifie qu'il domine
le royaume à l'extérieur du château, comme il est le maître. Also, just letting you know, I said this before, but that was when my channel was smaller. I'm not saying much yet, because when it comes to videos with subtitles that I have to read, I have to pay very close attention. And I said this before, what I do is usually I let them speak first, let them say everything, and then make comments. So that's why you're not really hearing me like talking as much. But I don't know, like I said before, you people enjoy it more whenever I do that, so. L'intérieur du château. Cette statue est donc une affirmation de majesté, une affirmation de souveraineté. Louis XII va s'entourer des meilleurs artistes italiens. Leur influence va se faire sentir surtout dans l'ornementation. Dans l'aile Louis XII, la galerie qui a été constituée peut être considérée comme la transition entre le style gothique et la Renaissance. Donc, on passe à une autre époque. Oh, transition, ok. Mais c'est dans les jardins du château. Et des grands jardins, on raconte même qu'il a aplani les collines de Blois pour faire ses jardins. À Blois, l'horticulteur Pacello da Mercogliano, venu d'Italie pour servir le roi, va donner libre cours à toute sa créativité. Le but de Pacello da Mercogliano à travers ces jeux de terrasse, ça va être de créer des tableaux paysagers. On va vraiment favoriser l'esthétisme du jardin. On va vraiment enrichir par des jeux de couleurs, des jeux d'odeurs qui vont permettre aux promeneurs de participer un peu à ce jeu de la nature, de vivre un peu le jardin. En 1515, Louis XII meurt. François Ier lui succède sur le trône de France. Le nouveau roi est séduit par cette propriété aux dimensions gigantesques. Bro. Après les guerres. I don't know, there's just something about this that is just so unique, just so uniquely gorgeous to look at compared to the other French buildings that I've reacted to. This one, I guess it's because it's like the Renaissance type of architecture that they're talking about. No, I guess that's why. But I don't know, man, this looks so freaking awesome. Et sa victoire de I just do not know how to explain. Il offre au Val-de-Loire, avec la nouvelle aile qu'il fait bâtir, sa fascination pour l'art italien. My goodness, look at that, man. Golly, man, that is so freaking amazing to look at. That is so amazing looking at, man. Les choses ont changé. L'architecture n'est plus une architecture de briques. On adopte maintenant une belle pierre de taille blanche. Et de ce point de vue-là, eh bien, le château construit par François Ier est un château plus. L'on avait adopté sur des châteaux aux silhouettes encore médiévales un décor venu d'Italie. À l'aile des loges, construites par François Ier, on adopte une structure qui, elle, vient directement de l'Italie. L'art italien entre à Blois par la grande porte avec l'aile François Ier, dont l'élément central est un véritable chef-d'œuvre d'architecture. L'escalier à vis, de forme octogonale, que l'écrivain Balzac disait fouillé comme un ivoire de Chine, est couvert de fines sculptures, d'ornements italiens et d'emblèmes royaux. Le style fleuri, propre au château de la Loire. Low-key, like listening to French, low-key, I might teach myself how to speak French like I'm doing with Russian. Well, after I teach myself how to speak Russian. Because after learning like how much like influence French has on literally everything, I feel like, yeah. Also because I'm French and my mom never taught me how to speak French. She speaks French Creole, but she never taught us how to speak French Creole. Half of my family speaks French, actually. Every time I watch these videos, I'm always like, reminded of that one time one of my cousins from St. Lucia visited us in Barbados, and she would purposely speak French to me and my two other brothers, basically making fun of us. She would always look at us and be like, how are you French, but you don't know how to speak French? I'm not even kidding. She's like, you are French and you don't know how to speak French. I'm like, that's not my fault.
It's not my fault that my mom decided not to teach us how to speak French. You know what's funny? I asked her, I'm like, why didn't you not teach us how to speak French? And she was like, oh, because I was too lazy to. Yeah, but yeah, my cousin would always like freaking bully us for that. Always would not like let that go. Literally, always like shoving that down my throat. Yeah, you're French, but you don't know how to speak French. Ugh. PTSD. It's like how French people, like people would visit France and they would always say like the people over there would purposely speak French, even when they know how to speak English. That's what she would do. She knew how to speak English, perfect English, but she would purposely speak French. Purposely, like my mom would understand what she's saying, but we would not understand what the hell she's saying. Je pense que François Ier. Well, a variant. When I say French, I mean French Creole, which is still recognized as French, but it's a variant of French. Still French. Il y a une idée But you know what I mean. essentielle pour la monarchie française et l'État de toute façon, la notion de spectacle. C'est la première fois à Blois que le pouvoir se met en scène, prend un aspect théâtral avec le fameux escalier. Et les balcons qui se trouvent de chaque côté du fameux escalier de Blois ne sont pas là par hasard, ils permettent aux courtisans de voir circuler le souverain qui aime bien apparaître. And this guy looks like he's Creole. I don't know why. His skin complexion. Avec I don't know, maybe sunburn la or mode something. italienne triomphe dans la décoration et Blois est une immense fête. La cour fait assaut de luxe et de plaisir. Le château brille dans un tourbillon de réceptions plus spectaculaires les unes que les autres. La présentation au XVIe siècle des plats est extraordinaire. On présente des hérons reconstitués, des choses comme ça. La table est un vrai spectacle. Mais ce qui fait la fierté de François Ier, Deux jeunes femmes, de la suite de la reine, et il commence à lui faire le tour du propriétaire. Je vais vous emmener vers le dortoir, enfin les chambres, il dit exactement, les chambres des demoiselles. mais le moins que l'on puisse dire, c'est que François Ier n'entend pas y faire une simple visite de courtoisie. On peut supposer, effectivement, c'était pour avoir des relations dites galantes avec les dames, et Stasio Gadio, donc le jeune homme qui raconte, le secrétaire, dit bah, on est resté à l'extérieur, et puis il dit pas ce qui se passe exactement. Après, on les a retrouvés ensuite dans l'antichambre. Alors ensuite, il y a eu beaucoup glosé, ce qui s'était passé, il a pas osé raconter. Alors on sait pas s'il a pas osé raconter, mais en tout cas, il a quand même été effectivement surpris par l'attitude du roi qui va dire on va se passer un bon moment, on va voir les demoiselles, on voit pour les Italiens, ça les a quand même surpris. François Ier a laissé un autre trésor à Blois, qui sera quelques années plus tard le cabinet de la reine Catherine de Médicis. Cette merveille de la Renaissance recèle de nombreux mystères. C'est le Studiolo. That room looks nice. Donc, nous trouvons What type of room is this? Studiolo, Studio. italien qui désigne en fait un bureau. Alors il a comme intérêt sur une des rares pièces de ce type conservées aujourd'hui en Europe. Studio means office? Wow. That's a cool looking office though, I cannot lie. Or whatever the hell room that is. Dissimulé. Le système d'ouverture se trouve dans la plainte. Ces placards dissimulés dans les boiseries sont à l'origine de la légende dite des poisons qui entoure Catherine de Médicis. Catherine de Médicis était une femme étrangère, une femme de grand pouvoir, donc il était aisé et facile de lui attribuer ce genre de pratique. Véritable spectacle dans le château de Blois, va franchir un pas de plus dans la représentation de son autorité. Il va faire construire le château le plus mystérieux de l'architecture française, le château de Chambord. Le château de Chambord, c'est un château idéal. C'est un bâtiment un petit peu utopique de ce point de vue-là. C'est un château de rêve. Permanente.
Jusqu'à 1800 ouvriers vont venir édifier cette surprenante création architecturale qui défie les éléments. Mais that looks like it needs way more than 1,800 workers. That looks like it needs way more than 1,800 workers, bro. De ce chantier, l'objectif du souverain, avec ce château, est d'inscrire dans la pierre la dimension sacrée de la royauté. Tout à Chambord exprime l'idée que dans le royaume, tout tend vers le roi et que dans le royaume, tout émane du roi. Et l'idée, il l'exprime à travers sa structure, qui est une structure en croix. Les 4 galeries en croix qui convergent vers le centre. Majestueux, dont l'escalier est un véritable chef-d'œuvre. Cet escalier est composé de 2 hélices entrelacées. Quand on emprunte finalement l'un des escaliers. Un nouveau. Un château tellement original que toute l'Europe en parle. Le premier visiteur ébloui est Charles Quint qui va dire dans une phrase célèbre « C'est l'abrégé de ce que peut faire le génie humain ». The only thing that I have to say about this is it does kind of look dull. Over time, yeah, I'm sure in its prime, you know, the colors were often, you know, repainted and whatnot. But that's like the only thing that I have to say. It does look bland on the outside. It kind of does. Again, I know the colors haven't been renovated in a long time, probably. Makes sense. It's a it's an old, you know, pretty old castle, so they're not going to be constantly renovating this. But if they did, though, this thing would be freaking spectacular. François Ier devient un roi bâtisseur exceptionnel. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, est l'ennemi légendaire, le dessein de l'impressionné. À Chambord, une tablette tactile restitue en 3 dimensions les décors du château tels qu'ils étaient au XVIe siècle. Ainsi, une chambre est entièrement habillée pour sa venue de tentures noires et or. La chambre qui a reçu Charles Quint recouvre sous nos yeux son décor du 18 décembre 1539. Yo, look at that room! Ooh, look at that room! C'est important dans ces logis de faire des aménagements pour les rendre agréables et faciles à chauffer. Donc des tentures et des nattes au sol. I want to be in that room, bruh. Damn, that room looks so freaking nice. La description dans les documents du garde-meuble des tentures du lit de Charles Quint. Nous avons recréé le lit pour comprendre comment est constitué un lit à la Renaissance. Bruh, the bed! Nicest bed that I've seen thus so far from all these reactions, man. Charles Quint a dormi témoigne de l'art de vivre à la Renaissance. Couverture en taffetas, oreillers et traversins, matelas de plumes, sous-matelas en matière végétale tressée, le confort et l'esthétisme, rien n'est laissé au hasard pour impressionner l'enfant. Même pour une seule nuit. Une notion qui est assez moderne, avec tout un personnel qui représente le roi ici. Ce qui rend ce domaine exceptionnel, c'est qu'il est encore aujourd'hui le plus grand parc clos d'Europe. Le roi chasse avec des centaines de personnes, que ce soit des valets de limiers qui s'occupent des chiens, que ce soit les rabatteurs, les canardiers si on chasse aux canards, les renardiers si on chasse des animaux nuisibles. Il y a beaucoup de personnel qui suit le roi dans ses chasses. C'est un art. C'est l'art de chasser, et François Ier est le premier veneur à défendre cet art de chasser. Why did kings hunt again? I love kings in medieval Europe did this, but what was the point of it? Just for entertainment? Like, I low-key never really understood the whole point of that, to be honest. Not for food, because they get food easily. I guess for entertainment, I don't know. But if there is more detail into that you know that I don't know, then yeah, feel free to elaborate on that in the comments. Et celle du cerf. Un moyen pour François Ier d'impressionner son visiteur en le conviant à partager avec lui cette activité.
What the hell are those deers? What the heck was going on with those two François deers? Ier se sert de cette Ah, the handsome man, the handsome king. un outil que l'on utilisera jusque sous la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing invite par exemple... Survivance monarchique va perdurer jusqu'en 2010. L'une des plus incroyables constructions que le siècle de la Renaissance nous ait laissées sera totalement achevée au XVIIe siècle. Sous ce dais, c'est un lieu d'ostentation du pouvoir. Tout manifeste la puissance du souverain et la richesse du royaume. La salle conserve d'ailleurs une cheminée qui est peinte et dorée, sur laquelle se trouve l'emblème et l'effigie de François Ier, la salamandre et les fleurs de lys, ainsi que celle de la reine Claude, ce clavecin italien de 1572. Diane de Poitiers vit donc dans l'entourage des enfants de France. Petit à petit, elle va devenir pour eux comme une seconde maman, et plus précisément pour le petit Henri, le futur Henri II, avec qui elle va nouer une relation très étroite. C'est lui d'ailleurs qui lui offrira l'un des plus beaux trésors du Val-de-Loire, le château de Chenonceau. Clean that river up. Oh my gosh. En 1947, Clean that up. François Ier Henri II monte sur le trône. Il a épousé 15 ans plus tôt Catherine de Médicis, mais n'a Dieu que pour sa favorite, la belle Diane de Poitiers. Demonetized. 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 Du royaume et veut un château dans le prestigieux Val-de-Loire. Oh my gosh. The freaking river looks like a swamp. No, but seriously, clean that up. Oh my gosh. You got such a prestigious castle like that on a dirty ass river, man. Oh my goodness. Nice hall though. Oh, that's sweet. Oh, that's also a sweet bed too. Le château de Chenonceau est sans doute le plus original de tous les châteaux de la Loire, parce qu'il a été conçu comme un palais vénitien. Pour le choix de son emplacement. Il va faire construire son château sur les piles d'un ancien moulin dans le cours du Cher. Donc Chenonceau est exceptionnel dans le sens où son architecture s'inscrit à merveille dans le paysage qui l'entoure et notamment dans le lit de la rivière. Diane va ajouter un pont à arcades jusqu'à l'autre rive du Cher. Elle fera de Chenonceau un chef. I thought that said, bruh. I thought that she added an arcade. Bro, I was about to say, huh? Arcade? I'm like, arcade in the 16th century? On est dans un holy shit, man. Tel que l'on se soucie de la beauté des façades qu'il compose, avec leur symétrie. Le jardin va sortir de terre, qui sera l'un des plus innovants de ce temps. On imagine qu'à l'époque où Diane de Poitiers acquiert Chenonceau, elle fait construire ce jardin sur un ancien champ d'orge qu'on aménage de manière à The pasture looks nice. de la berge pour en faire une sorte de... Gorgeous pasture. That pasture is so excellent. Il faudra des centaines d'ouvriers, des milliers de tombereaux de pierre et de terre à gazon pour réaliser ce qui s'appelle toujours aujourd'hui le jardin de Diane. The garden of what? The garden of what? Whatever. That looks so beautiful. Definitely would not mind seeing this in person. And it's so well kept too. Amazing. That cures my OCD. L'intention de Diane de Poitiers quand elle construit ce jardin, c'est de créer une impression de surprise, mais aussi d'opulence. On a des dessins très très riches de parterre. On essaie vraiment... Résidence, le cadre idéal pour recevoir la cour et le roi. Mais le 30 juin 1559... On June 30th, what? Henri II est mortellement blessé à Paris lors d'un tournoi. Huh? Wait, how? Pour Diane, during a tournament. Elle va devoir quitter Chenonceau. Catherine de Médicis, qui détient les clés du pouvoir, va vouloir le récupérer pour en faire un outil politique dans un royaume soumis aux guerres de religion. Why would kings do jousting tournaments if there is a big possibility that they would be killed? Why would they do that? Chenonceau va devenir un instrument de son pouvoir.
Elle n'efface pas la trace de Diane à Chenonceau. Elle l'utilise en faisant édifier 2 galeries superposées sur le pont construit par la Favorite. Ces galeries forment un espace de réception unique au monde et donnent au château son aspect actuel. Un château a une fonction d'apparat, d'ostentation, d'exhibition, et c'est notamment le sens qu'a la galerie. Mais Catherine ne se contente pas de ces modifications décoratives. Elle agrandit le jardin et conçoit un jardin sensoriel, aux odeurs nouvelles et raffinées. Peu d'artifice au-dessus du Cher. Les fêtes dans les jardins de Chenonceau vont servir à une stratégie pour pacifier le royaume. Elles vont réunir les différentes forces politiques afin de les faire coexister autour de la personne du roi. Au-delà de l'esthétique, Bro, tous ces I can't get over how dirty that is. I can't. la politique, I'm sorry, but depuis son château de Chenonceau. Aïe aïe aïe. Pour maintenir la paix dans son royaume, entre catholiques et protestants, elle devra user de ruses. Chenonceau est le cadre idéal de sa stratégie. Il y a l'idée de rassembler catholiques et protestants, au moins pendant l'espace d'un duc-d'eau. La menace d'une guerre civile entre catholiques et protestants est nourrie par la rivalité entre 2 grands seigneurs, le duc de Guise, côté catholique, et côté protestant, le prince de Condé. Entre les deux, Catherine sait qu'elle devra s'armer de ruses et mobiliser les femmes. Il faut bien comprendre que... Une réception et joue son atout charme. Le fameux escadron volant, un groupe de jeunes femmes bien nées, dévouées à la reine et qui intriguent autour des 2 grands princes. Mais le destin donnera d'autres rôles à cette pièce historique. I see a bunch of inbred people in that picture. Oh, maybe the artwork was bad, I don't know. C'est au XXe siècle qu'elle deviendra hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale et aura pendant la Seconde une fonction héroïque. Aussi incongru que cela puisse paraître, la ligne de démarcation longeant le cours du Cher passait juste. Il reste assez peu de chefs-d'œuvre de la Renaissance. Chenonceau en est un rideau, qui parce qu'il était en péril fait actuellement l'objet d'une restauration. Les reflets donnent l'impression que le château est un vaisseau qui avance. La restauration est à l'œuvre pour lui rendre sa splendeur. Au micro-laser et au scalpel et à la vapeur. C'est un travail chirurgical. L'ennemi des châteaux de la Loire, l'ennemi du tuffeau, c'est la pollution. Golly. Elle est présente. Bro, you need to clean that. Yeah, for real. Golly, man. Chirurgical. Bro, imagine not being in modern times, you're in medieval times and you have to go clean that. Oh, hell no. De longue haleine, qui va permettre aux restaurateurs de retrouver l'aspect lumineux de la pierre de tuffeau. Et numéroté. Et ensuite, on va avec les restaurateurs, les tailleurs de pierre, l'architecte en chef des monuments historiques sur les échafaudages pour identifier quelle pierre. Les tailleurs de pierre remplacent les blocs de tuffeau détériorés que les tailleurs du XVIe siècle. Alors le chapiteau qui existait auparavant, et donc le sculpteur suppléant, il resculpte le chapiteau. La qualité des sculptures du château d'Azay témoigne des talents alors réunis dans la région au XVIe siècle par les commandes royales et aristocratiques. Ici, la pierre ne va pas être remplacée, on va laisser en l'état. C'est-à-dire que même si à nos yeux elle semble altérée, elle est suffisamment lisible pour qu'on la laisse en place et qu'on ne la resculpte pas. Parce que c'est du patrimoine, parce que ça vient de nos ancêtres, les compagnons du XVIe siècle, qui ont fait le même travail et qu'il faut laisser cette trace au maximum. Les sculptures ont également beaucoup souffert des restaurations précédentes, utilisant des mortiers trop durs. D'Azay le rideau, véritable vaisseau de chêne, est un témoignage exceptionnel des charpentes du XVIe siècle. Mais quelques pièces de bois sont très endommagées par des infiltrations d'eau. Le chêne qui a servi à faire cette charpente provient de la forêt de Chinon, juste à côté, François Ier en 1510e siècle. Donc la restauration concerne principalement quelques morceaux de charpente, mais surtout la toiture.
l'équipe de charpentiers œuvrera pendant plus de 12 mois. Sur les 1838 mètres carrés de charpente, 35 seulement devraient être remplacés. L'art du tracé de charpente est inscrit par l'UNESCO comme savoir-faire traditionnel sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. That is, bruh, I didn't even know that freaking like traditional style of crafting or crafting and making stuff is freaking registered by the UNESCO World Heritage Site. That is insane. I saw UNESCO was just like different parts of the world, just like showing different parts of the world and just registering it as, I don't know, oh, this is cool, this is historically cool. I thought that's what UNESCO was about. Cette charpente-là, on se dit qu'elle peut refaire 400-500 ans, c'est vrai que c'est incroyable. Toute restauration réserve ses surprises. Sous la couverture d'ardoise des combles du château, les charpentiers ont fait une découverte qui nous transporte au 19e siècle. Un casque et un soldat prussien gravé sur un... Ooh, what the heck? En 1870, l'état-major prussien s'est installé au château d'Azel-Rideau et donc a occupé les lieux pendant un certain temps. À leur départ, d'ailleurs, la mère du marquis de Viancourt les a regardés partir et a dit « Messieurs, je ne vous salue point. Nous avions eu les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, il nous manquait plus que les Saligoths. » Si la Renaissance que l'on tente de préserver à Azef fait la réputation du Val-de-Loire, c'est grâce à la présence des souverains français. L'un des derniers grands rois à avoir marqué le Val-de-Loire, Paris tout d'abord, puis Versailles au XVIIe siècle. De résidence principale, les châteaux du Val-de-Loire vont devenir des résidences de passage. Ils ne sont plus au cœur de la vie politique. Les abords du fleuve vont devenir le cadre des plus beaux jardins que l'on puisse imaginer. Grâce à la qualité des sols et du climat, les châteaux se transformaient en écrins d'une vie brillante et raffinée. So basically what I'm getting from this is that this is like the OG residence before Versailles in Paris for the heads of states of France. Okay. À l'est d'Azel-Rideau, un château se distingue des autres par son style unique en son genre. C'est le château de Cheverny qui marque un tournant dans l'histoire du Val-de-Loire. Le château de Cheverny, construit de 1604 à 1634, n'est pas du tout un château de la Renaissance. C'est un château de style classique et avec lui, on peut dire qu'est inventé en Val-de-Loire le style Louis XIII. Lorsque Paris redevient officiellement la capitale du royaume, les châteaux deviennent les demeures de plaisance des grands seigneurs. Celui de Philippe Hureau de Cheverny, garde des sceaux d'Henri IV, appartient toujours à la même famille depuis plus de 10 siècles. Le marquis Charles-Antoine de Vibray en est le descendant. Alors là, on est dans le grand salon du château. Et c'est véritablement un lieu... Il est aujourd'hui une propriété privée. Le duc de Blacas et sa famille y résident depuis 2 siècles. Et ce qui marque à UC, c'est que le jardin n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. The 17th century, that was like what? Oh, 400 years. Okay, yeah, that's actually insane. I was gonna say the 17th century, that's not long, but then the more I realized we're in the 21st century, yeah. Never mind, that is, 400 years, wow. Les remarquables jardins à la française ont été faits par le nôtre lui-même. Au XVIIe siècle apparaît le jardin à la française qui abandonne les pratiques du jardin Renaissance, qui est un jardin compartimenté avec des parterres bordurés de végétaux, au profit d'une autre logique qui est celle de grandes perspectives destinées à permettre aux maîtres du jardin d'avoir... Une femme possède toutes ces qualités et incarne cet art de vivre. C'est la marquise de Pompadour.
la grande et puissante favorite de Louis XV, va marquer le Val-de-Loire avec son château de Ménard. Fermé au public, nous avons eu le rare privilège de pouvoir accéder à ce domaine. C'est un château qui est apaisant certainement pour les nerfs de Madame de Pompadour, qui sont des nerfs qui sont soumis à dure épreuve pendant qu'elle vit à Versailles. Et là, c'est, disons, la Touraine, c'est un lieu de retraite au bon sens du terme et de repos. Madame de Pompadour a la folie des châteaux. Elle a des châteaux partout où elle refait un décor intérieur. Alors ici, c'est un ameublement, pour autant qu'on sache, extrêmement plus que raffiné, luxueux, qui provient des meilleurs ébénistes parisiens. Les peintres sont ses amis. Madame de Pompadour, c'est une femme des Lumières. Donc tout ce qui compte dans le monde littéraire, intellectuel et artistique est en accord avec elle. Et elle obtient ce qu'elle veut. C'est à Jacques-Ange Gabriel, le premier. Au rez-de-chaussée, il y a toute une enfilade de salons. Et la grande nouveauté du XVIIIe siècle, c'est la salle à manger, où la marquise donne de grands banquets. La cuisine n'est pas au sous-sol immédiatement, elle a fait aménager les cuisines dans les communs avec un corridor souterrain qui conduisait directement à la salle à manger. Sans doute pour ne pas être incommodé par les odeurs de cuisine et puis aussi par la domesticité. Durant 4 années, Madame de Pompadour va recevoir à Ménard tout ce que le siècle compte d'intellectuels et d'artistes. Le temps semble suspendu dans ce château, loin de l'agitation de la... They're calling this a castle, but it kind of looks like a regular average house for an upper class person. And you know something that was going through my mind, like seeing all this actually? We see all of this, but obviously, this was not the average life for the average person. Like, the average person probably did not even see this or something near like this in their lifetime back then. Isn't that insane? Ugh. That's kind of sad, the more I think about it. It's like today, we look at this, we're like, oh wow, so cool, the architecture is so cool. But back then, this wasn't really for everyone to see. Like, no one didn't really, only privileged people even saw this. And that's just, I don't know, surreal to me, if you will. La capitale. On n'a jamais porté l'art de la conversation aussi haut qu'au XVIIIe siècle. Cet art de la conversation, c'est un art qui est J. Il crée ce que l'on va appeler un jardin à l'anglaise. English garden, what? What is an English garden? C'est le jardin où la nature semble dominer par rapport aux artifices qui ont cours dans les jardins à la française. Et tout cela, à l'époque de Rousseau, c'est des choses qui séduisent les spectateurs, qui croient y trouver davantage d'authenticité et surtout qui y trouvent quelque chose qui parle à la sensibilité et non plus à la seule raison. Or, le XVIIIe siècle est de plus en plus un siècle sensible. De raison des trésors du Val-de-Loire. Elle va laisser la place au Premier Empire qui n'aura de cesse de vouloir retrouver les fastes et la façon de vivre de l'Ancien Régime. Napoléon estime qu'il faut de grandes maisons pour les gens qui occupent de grands emplois. Il va même, pour beaucoup de ses hauts dignitaires, pousser et aider financièrement. Ce fut le cas pour son ministre des Relations extérieures, le grand Charles-Maurice de Talleyrand, à qui il fait acquérir le château de Valençay. Wasn't this a guy who legit betrayed Napoleon? Nah, that's crazy. That's so sad, to be honest. Like, wow. Napoleon gave you all of that and then he went and betrayed him. De Valençay en 1803, Talleyrand commence par embellir le château.
Il en fait une synthèse des styles du Val-de-Loire, le style Renaissance et le style classique. Le château est destiné à refléter la toute-puissance du ministre et devenir un lieu de rendez-vous diplomatique. Et chez le prince de Talleyrand, cela se passe à table. Talleyrand disait qu'il... I hate that name. I do. Just for the fact that he literally betrayed Napoleon. Il n'y a pas de bonne diplomatie sans bonne cuisine. I mean, he was good at his job, I guess, but I don't know. The whole betraying Napoleon thing. C'était là où les grandes discussions se faisaient, et c'était là où les choses pouvaient être finalement peut-être après signées ou pas en fonction des discussions. C'est tout l'art de la gastronomie diplomatique. Talleyrand avait à son service celui qui a révolutionné la cuisine et la pâtisserie en utilisant uniquement des produits frais, le chef Antonin Carême. Sur la table sont disposés tous les plats du repas. Entrées, plats de résistance et desserts, c'est ce que l'on a appelé le service à la française. Donc c'était un grand... C'est d'ailleurs la politique qui va modifier le destin de Valençay. Cet endroit qui était destiné à montrer le prestige de la République puis de l'Empire va finir par devenir une prison. Une prison, oui, mais une prison royale. Sur les conseils de Talleyrand, en 1808, Napoléon envahit l'Espagne et déloge du trône la famille royale. He advised Napoleon to invade Spain? What? Did I hear that correctly? Hold on a second. Sur les conseils de Talleyrand, en 1808, Napoléon envahit l'Espagne et déloge... This is the same guy who would literally write to the Allies against Napoleon, the coalition. Oh, Napoleon bad. Oh, look what Napoleon has done. Napoleon has dragged France into so many unnecessary wars. Please come into power. What? He was the one who advised Napoleon. Wow, I hate this guy even more. So he goes and advises Napoleon to invade Spain, and then he's gonna go and cry, oh my gosh. Napoleon has dragged France into so many unnecessary wars and conflicts. Oh, please save us. To the freaking Allies. Oh, hell nah. Oh, ew. Oh, I hate people like that. I really hate people like that. Mais en mai de cette même année, l'insurrection gagne la péninsule. Furieux de se retrouver empêtré dans ce bourbier espagnol. La cour d'Espagne arrive avec des centaines de personnes. On essaye d'aménager. Talleyrand était extrêmement respectueux vis-à-vis des princes. Il reproduit à l'échelle de Valençay une cour espagnole. Le prince va organiser pour elle toutes sortes de divertissements. Ce sont les dames qui broderont l'ensemble de chaises de salon. I still can't believe Tally. I thought, okay, that gives me more insight to the whole Napoleon invading Spain debacle. Cause I thought I was just Napoleon being just so optimistic and being way too ambitious and biting more than he can chew. That makes a lot more sense now. I thought that was just a Napoleon thing. But he had advice to do it from Talleyrand? Wow. Wow, that really changes my whole perspective on that. Mais aussi parties de chasse et séances d'escrime. Le soir sont donnés des balles, des concerts, et Talleyrand va même ordonner la construction d'un petit théâtre, véritable bijou de classicisme. Talleyrand restera dans le Val-de-Loire jusqu'à sa mort en 1838. Au Premier Empire succède la Restauration, puis la monarchie de Juillet, le Second Empire et la Troisième République. Avec la Belle Époque, le Val-de-Loire va continuer de jouer son rôle pour une nouvelle élite. Financiers et industriels vont s'apparquer, mais aussi salles de culture physique. Des appareils innovants, les mêmes que ceux du Titanic, sont installés dans le donjon néo-gothique. Le sport entre dans les mœurs, la culture du corps devient très importante. On a le souci de pratiquer des activités physiques et sportives vraiment pour entretenir sa silhouette, avoir une silhouette fine et bien musclée. Donc on est tout à fait dans cette dimension-là. There's a wonderful quote that I heard recently, and the quote was something like, the more money you have, the smaller ball sport you will play. The less money you have, the bigger
ball of the sport that you would play, or something like that. Basically, there's a clear divide of sports. Like, sports that people enjoy correlates with wealth. There's a huge correlation with wealth. So she's talking about all of this. I'm thinking to myself, yeah, no, the average person isn't even going to enjoy that, because like some of the sports that she mentioned there is like middle class or high income class or just straight up rich. Okay, bro, I don't know about Europe, but in America, it's like you're either rich or you're poor. Okay, if you're rich, so I'm just gonna say a lot of what she mentioned was sports that only rich people could do. So I don't know, and most people ain't rich, so I don't know, what she's saying could be listed as redundant, I don't know, if you will. Aux États-Unis, Ferne Bedeau avait entamé une carrière de soprano. Pas question à Candé de renoncer à son goût pour la musique. Le couple fait appel à un grand facteur d'orgue américain, Ernest Martin Skinner, pour installer un instrument au cœur de la bibliothèque. L'orgue de Candé prend une place monstrueuse dans le château puisqu'on le retrouve sur 3 niveaux différents. L'instrument a été totalement fait sur mesure puisque tout est imbriqué entre les pans des murs, donc ça a été un travail de titan. Classé monument historique en 1993, cet orgue fait partie des 3 derniers modèles en état de fonctionnement dans le monde. Date du mariage, 3-6-37. La famille royale d'Angleterre n'étant pas favorable à cette union, le plus compliqué fut de trouver un pasteur anglican qui accepte de célébrer le mariage religieux sans l'accord de sa hiérarchie. Mais les Bedeau ont de l'entre-gens, et le mariage est célébré juste avant l'été 1937. Alors nous arrivons au salon. Wasn't this like those two? It's not the two, this is Edward. Yeah, wasn't that the Edward who freaking supported Hitler in World War II and willfully abdicated the throne because the British government basically looked at it and was like, yo, you need to cut that whole supporting Mr. Mustache man, or you gotta get off the throne. And he like willfully abdicated the throne. Bruh, that's actually insane when you think about it, because Queen Elizabeth II, the late Queen Elizabeth II, was never supposed to have been the queen. But due to Edward abdicating, which shocked everybody, he literally abdicated the throne because he wasn't gonna give up his support for the dictator of Germany. And you know, his party at the time. I don't want to say the word because I don't want YouTube thinking that this video is bad and demonetizing it, and you know, but you know what I mean by dictator of Germany and what Germany was back then. Yeah, that was a big butterfly effect. And Queen Elizabeth grew to be one of the most popular queens, bruh. Imagine if Edward never abdicated, we would have never had that. En musique où s'est déroulé le mariage religieux, on voit en s'approchant de l'autel qui a été mis là exprès pour la circonstance, la robe que portait Wallis Simpson, célèbre évidemment par son bleu, qu'on a surnommé le bleu Wallis, puisque elle adorait cette couleur qui, semble-t-il, allait fort bien à ses yeux. Seules 16 personnes assistent à ce mariage du siècle. Quelques années plus tard, soupçonné de collaboration très proche de... Yo, holy, bruh. British people, holy, bro. I don't know why, but they look so choppy. Charles Bedeau est arrêté et incarcéré par les Américains en 1943. Il se donne la mort un an plus tard. Wow, so it wasn't just Edward. They were all freaking had ties to the, you know, what Germany used to be. Très ambitieux et peut-être un petit peu opportuniste. Dans le monde des affaires, ça lui a joué donc des tours sur la fin de sa vie. Il n'a pas toujours traité, semble-t-il, avec les bonnes personnes. En chercheur, il découvre qu'au XVIe siècle, le château disposait d'un grand jardin dont le maître d'œuvre n'était autre que le ministre des Finances de François Ier. Et Carvalho arrive dans ce château et décide de supprimer ce jardin d'Anglès.
Donc, panique à Villandry, les villageois comprennent pas, il arrache les glycines, enfin bon, c'est extraordinaire. Et Wisteria? Wisteria? I thought Wisteria was a Japanese. I thought Wisteria was Japanese. What? Jardin. What the heck is that doing there? Même Renaissance. Wisteria? Henri Carvalho est le petit-fils de Joachim. C'est lui qui dirige aujourd'hui le château de Villandry avec la rigueur qui fait les jardins remarquables. Mon arrière-grand-père Joachim évoquait souvent l'idée qu'il avait qu'il y a une équivalence entre ces trois terrasses et l'être humain. Very beautiful garden though, I cannot lie. I cannot lie, that garden looks sweet, bruh! Plus emblématique, comme étant la dimension corporelle de l'être humain, on y trouve de très nombreux légumes qui sont faits qui sont nourriciers. On assemble dans ce potager les légumes et les fleurs pour former, vous voyez, un damier ou un échiquier multicolore décoratif. Philosophique, quasiment religieuse même, qui l'anime très fortement, et c'est dans cette optique qu'il aborde Villandry, qu'il aborde le jardin. Pour le nouveau maître de Villandry, l'art, dont font partie les jardins, doit conduire à une élévation de l'âme. Et donc, ce qu'il a voulu mettre en œuvre à travers ces jardins, c'est la beauté et ce qu'elle apporte. That garden looks so freaking satisfying, man. Oh, that looks so freaking satisfying. Ce sont les jardins Renaissance qui my OCD needs to see more of this. Château de la Loire. Yo, I have really bad OCD. 15e et 16e So you have no idea how good this makes me feel to see this, bro. Oh my gosh. Look at that, bro. Le château de la Loire nous projette dans une époque où l'apparat et le luxe sont érigés en modèle, où la beauté, le plaisir et la fête sont un art de vivre. Avec les guerres et les ravages du temps V, restauré, valorisé, et nous invite aujourd'hui à partager son univers, son atmosphère et sa douceur. Vous aurez donc compris pourquoi le Val-de-Loire est un haut lieu du tourisme en France et pourquoi il est classé patrimoine mondial de l'humanité. Les châteaux ligériens sont parmi les plus beaux trésors de France et c'est dans le Val-de-Loire que s'est écrit une grande partie de notre culture commune, de notre identité, de l'excellence à la française. J'espère que ce voyage à la découverte de nos plus beaux chefs-d'œuvre vous aura passionné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux trésors à découvrir. Well, if you made it all the way here, bruh, and you're new to my channel, just subscribe. You spent almost 2 hours watching my reaction and you're not subscribed, just subscribe at that point. Okay? You clearly like my reactions and you clearly like what I have to say. If you have any more France reactions, comment down the France reactions. Eventually, I will do it. If you want me to do your reactions much more faster, I recommend you become a member for 99 cents a month. Okay? The biggest perk is that your suggestions will be done much more faster. But there are a bunch of other perks too. Like yesterday, I uploaded a member-only video of something that I'm going to be doing in the future. So only my members know about that, okay? And like I said before, I'm gonna be expanding channel membership more in the future, okay? Like slowly as I get more and more members over time. I have 4 members. Like I said, when I reach 7 members, I'm gonna create a Discord server, you know, to make it much more easier for my members to be able to communicate with me and whatnot. So yeah, I'm gonna link the channel membership video in the description where it explains the benefits that you get as a channel member. But the main benefits, like I said, is your suggestions will be done much more faster. You are much higher priority in terms of comments, having updates from me. Okay, I won't keep you waiting. My members are always constantly updated with what's going on with me, when their videos are going to be done. Hell, if you need me to upload a video faster, earlier, you can even do that, right? I could do that. So yeah, and you know, a bunch of other membership perks as well, and it's only 99 cents a month. All right, so make sure you turn the bell notifications on. Thank you for watching and goodbye.